J'ai trouvé, veut-on vraiment la peau du français? Je vais tout de suite donner le tempo. J'ai dit à Lucien tout à l'heure, mais veut-on vraiment la peau de la France? Voilà. Donc c'est ça qui a mené ma réflexion là-dessus. Donc effectivement, il faut recontextualiser la question de la langue sur le plan historique, économique, politique. Voilà. Alors, il n'est pas question, d'être ici, chauvin. Je veux dire que toutes les langues se sont toujours enrichies d'apports extérieurs. C'est ce qui fait leur richesse. Bon, on a tout à l'heure, tu as évoqué la question des langues régionales. Je veux dire, les langues régionales font partie de la richesse, c'est le patrimoine linguistique de la France, mais je veux dire, c'est pareil en Italie, c'est pareil en Allemagne, etc. Voilà. Il n'est pas question non plus ici de rejeter la langue de Shakespeare. Hein, bien sûr. Donc c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que avec cet anglais, cette langue qui s'impose un peu partout depuis 60 ans, en fait derrière ça, il y a un processus donc de pénétration linguistique, mais il y a aussi un processus de pénétration économique, politique. Et voilà, qui nous pose problème, quoi. Effectivement, il y a une stratégie états-unienne qui démarre sans doute avant la guerre 39-40, mais c'est vrai qu'on va se borner à la guerre 39-40. Voilà. Alors, l'idée donc de conquérir l'Europe pour les États-Unis, hein, pour les classes dirigeantes états-uniennes, c'est pas nouveau. Hein. Là, moi, j'ai un petit peu réfléchi, travaillé sur quelque chose que peut-être les gens connaissent pas, c'est l'AMGOT. Hein. C'est une alliance militaire du gouvernement des territoires occupés. Alors, les Américains, quand il a été question donc d'aller défendre la France, les Alliés, donc ils se sont organisés et ils ont réfléchi. C'était un bon moyen, effectivement, d'imposer un gouvernement, peut-être provisoire, mais peut-être pas provisoire, un gouvernement avec des officiers qui avaient été formés dans les universités, dans les écoles américaines. La première région, ça a été la Sicile. Hein. Donc, alors il y a des pays qui ont subi entre guillemets l'AMGOT. Ils ont amené aussi, par exemple, avec eux des billets de banque aussi, des billets. C'était écrit francs, mais ça ressemblait à $1, quoi. Hein. Voilà. Et donc, je pense que les Américains avaient dans l'idée de conquérir, de s'installer, de créer une sorte de colonie, de succursale en France américaine, puis en Allemagne, et effectivement, comme ça, on pouvait se rapprocher du bloc soviétique. Enfin, c'était une position stratégique, hein, géostratégique. Et puis, mais en général, l'AMGOT, on le trouve pas trop dans les bouquins d'histoire à l'école. Je sais pas. Dans le petit livret qu'il y a devant. Ah oui, mais voilà. Mais c'est toi qui l'as fait, le petit livret. Bon, d'accord, ça ne m'étonne pas. Oui, on ne le trouve pas. Donc, ceci dit, avec l'esprit républicain, avec l'esprit des Lumières, avec l'esprit, et puis général de Gaulle, l'AMGOT, ça n'a pas bien été reçu, ça n'a pas bien été vécu, aussi bien les francs dollars que les officiers. Et donc, alors de Gaulle a déclaré que ces francs dollars étaient une fausse monnaie. Donc, on était obligé de les écouler. Voilà, une fausse monnaie. Et finalement, comme il avait créé une sorte de gouvernement républicain provisoire, finalement, les Américains n'ont pas trouvé en France, grâce à De Gaulle,
n'ont pas trouvé preneur, quoi. Voilà. Mais n'empêche que il y avait cette volonté, donc il y a cette volonté chez les classes dirigeantes américaines de s'installer en France, en Allemagne, en Europe, quoi. Mais bon, ça fait rien, ça n'a pas tout à fait marché, mais ils se sont infiltrés autrement. Voilà. Moi, ce que je voudrais évoquer là, par exemple, ils se sont infiltrés au niveau de la culture par les accords Bloom-Burns. Voilà. J'ai Jean Monnet aussi qui est dans l'histoire, comme par hasard. Et donc, c'est un accord économique en mai 1946. Ça démarre quasiment le plan Marshall. Alors, grâce aussi là, à des documents déclassifiés, parce qu'on a dit dans un premier temps, enfin pendant 30 ans, 40 ans, que c'était une belle affaire, quoi, cette histoire. Voilà. Les Américains nous prêtaient de l'argent, gommaient la dette, voilà, et puis voilà, ils nous proposaient leur cinéma américain. Mais en fait, quand on va voir les documents déclassifiés secrets, eh bien, on s'aperçoit que les hauts fonctionnaires qui ont rédigé l'accord, qui ont rédigé voilà, eh bien, ils ont exprimé vraiment leur colère, quoi. Donc, il était question. Il y avait une sorte de protectionnisme pour protéger le cinéma français. Eh bien, dans les accords Bloom-Burns, cette clause est supprimée. Et donc, on est pratiquement comme aujourd'hui. On a aujourd'hui 80% du cinéma, c'est du cinéma américain, quoi. Donc instauration, ils ont baissé les quotas donc pour le cinéma français et donc bien sûr le cinéma américain avec ses héros, avec sa langue, parce que c'est vrai qu'il est toujours bon de regarder un film en langue dans la langue originale, je veux dire. Donc voilà, tout ça, ça a déferlé. Moi, je vois que ce sont des déferlantes, quoi. Voilà. Alors bien sûr, chute du cinéma français. Ce qui vient, c'est l'autorité extérieure, c'est la nouveauté, c'est bon, le Coca-Cola et compagnie. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une grosse mobilisation en France, à la fois des artistes, d'un certain public aussi, si bien qu'on a un petit peu révisé les accords. Au bout d'un certain temps, on a révisé les accords. Mais il n'empêche qu'on a quand même eu droit à une déferlante. Bon. Ceci dit, je vais parler de la construction européenne. C'est-à-dire que, en fait, les classes dirigeantes, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les classes dirigeantes américaines, qui sont mues par l'économie de l'école de Chicago, ils attaquent sur tous les plans, sur plusieurs facettes, et ils attaquent sur une temporalité qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire que nous, quand on réfléchit, quand on analyse des faits, on analyse sur 10 ans, 15 ans, voilà. Alors que les classes dirigeantes américaines, quand ils se lancent dans des programmes, à 50 ans, à 60 ans. C'est une grande envergure, quoi. Ils ont des plans B aussi, voilà. Et donc, l'histoire de la création de l'Union européenne, en fait, à l'origine, on trouve son origine aux États-Unis, quoi. D'abord, on sait, là aussi, grâce à des documents déclassifiés, que ce sont les fondations Rockefeller et Ford qui ont financé largement la construction européenne, d'une part. Et justement, il y a une petite phrase là. On trouve le général Eisenhower en 1951, je crois, qui dit que il y a un grand article dans le Match sur deux pages, et il dit que voilà, il aimerait bien que l'Europe construise une constitution
de type fédéral, et il dit qui pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. Bon, eh bien, là, tout à l'heure, on va réfléchir sur les accords nord-atlantiques. C'est ça, quoi. Hein. C'est la tâche que nous poursuivons. Excusez-moi, mais c'est l'impérialisme américain sur le monde, quoi. Hein, faut appeler un chat, quoi. Hein. Voilà. Donc, malgré tout, c'est vrai. Grâce à la résistance, grâce à De Gaulle, on construit un programme, et le programme du Conseil national de la résistance. Hein, et je dis là que si aujourd'hui, malgré la crise, malgré la finance, malgré etc., on résiste un peu mieux que les autres pays européens, c'est parce qu'on est encore sous la protection du programme du Conseil national de la résistance. Mais vous allez voir qu'avec les gouvernements successifs, plus les accords nord-atlantiques, on va le détruire complètement. Hein, et d'abord, c'est ce que disait Keller, non, comment il s'appelle Kessler, hein, voilà. En octobre 2007, dans Challenge. Voilà, ils disent que voilà, les réformes qu'on fait, elles paraissent un peu venir de partout, mais en fait, ce qu'on veut, c'est en finir avec le programme du Conseil national de la résistance. Compromis historique entre gaullistes et communistes. Voilà. Donc la construction européenne donc, est une construction pour pouvoir appliquer donc, l'économie de l'école de Chicago, c'est-à-dire l'ultralibéralisme. Voilà. Donc le Parlement européen n'a aucun pouvoir, même pas celui très peu de pouvoir, même pas celui d'initier les lois. Voilà, tout se passe, toutes les grandes décisions se passent au-dessus des citoyens. Et bien sûr, dès qu'une directive arrive, eh bien, elle est transposée dans le droit du pays, dans le droit de chaque nation. Voilà. Alors, donc, pour revenir à l'éducation, à la langue, moi j'avais découvert effectivement vers les années 84-85 un groupe d'entrepreneurs. Hein, ça s'appelle l'ERT. Alors, voilà, petite parenthèse. Je m'étais dit que dans ce que j'allais dire, il fallait que je fasse attention à ne pas utiliser un seul mot anglais. Donc je ne veux pas traduire ERT, je vais le dire. Mais non, mais on doit pouvoir normalement. C'est la table ronde des industriels. Voilà, c'est la table ronde des industriels, voilà, avec à la tête Edith Cresson. Alors, qui se pose des tas de questions sur l'économie de la connaissance. Voilà. Et ça dit tout. C'est la stratégie de Lisbonne. Donc, comment faire pour faire en sorte que le savoir, eh bien, soit un produit. Voilà. Donc, ils se sont bien débrouillés, et c'est vrai que le processus, tout à l'heure tu parlais du processus de Bologne, eh bien, c'est la stratégie de Lisbonne appliquée à l'université, appliquée à l'école. Mais pourtant, les classes dirigeantes se sont organisées avec des concepts comme le capital humain, comme l'employabilité. Bon, il faut que l'université, l'école, s'adapte à la société. Ah, mais quelle société? Voilà. Tout est là, quoi. Hein. Donc, avec le processus de Bologne, avec la loi Fioraso, avec les lois Pécresse, eh bien, de toute façon, le champ d'études proposé par les écoles, par les grandes écoles, par les facultés, forcément, déjà, une des premières conséquences, c'est qu'il est réduit. Effectivement. Parce que il faut, voilà, ils sont dans une réflexion. Il faut que ça serve, quoi. Là,
Donc la recherche, c'est pareil. Donc on va vers une diminution du champ d'études, aussi bien la recherche que l'école. Alors bien sûr, avec la loi Fioraso, c'est donc l'anglais à tous les étages. Alors là, on est dans une cassure, hein, je veux dire, entre les gosses qui sortiront du collège ou même du lycée et qui s'arrêteront là et qui pourront baragouiner un peu et encore, et les élites, c'est-à-dire les grandes écoles et la fac. Effectivement, là, il y aura effectivement une cassure. Bon, on va voir pourquoi après, hein, ça s'explique. Donc, ça s'explique pourquoi. Parce que la mondialisation, comme le processus, c'est un processus, quoi. Donc, il faut toujours aller plus loin. Donc, là, il y a quelques mois de juin, il y a une première conférence qui a eu lieu entre le commissaire aux affaires étrangères européens et les États-Unis pour construire, mettre en place un accord, un immense accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Alors, bien sûr, déjà les droits de douane avaient été abaissés, mais là, bon, on n'en parle plus. Et surtout, la nouveauté, c'est que ces accords-là s'attaquent aux barrières non tarifaires, hein, c'est l'expression employée. Ça veut dire qu'ils s'attaquent aux réglementations, aux lois, à tout ce qui peut gêner l'avancée, le commerce, le tout marché, quoi. Une loi, ça gêne. Donc, il faut tout ouvrir pour le tout marché. Alors, c'est un accord bilatéral, hein, sauf que l'UE est à 27. C'est un accord bilatéral. Alors, c'est bizarre parce que avant, les États-Unis fonctionnaient avec l'OMC, fonctionnent toujours un peu avec l'OMC, mais compte tenu de la montée en puissance du Brésil, de la Russie, de la Chine, de l'Afrique du Sud, finalement, au dernier cycle de Doha, tous ces pays qu'on résume dans l'expression BRICS, eh bien, tous ces pays ont posé des vétos, etc., et donc ont gêné la volonté états-unienne. Alors il faut contourner, voilà, il n'y a pas de... Ça passe quand même, hein. Donc les États-Unis, par ces accords-là, sont en train de contourner l'OMC, c'est-à-dire passer des accords bilatéraux d'États, puisque l'Union européenne, voilà, et pour imposer ce qu'ils n'ont pas pu imposer à l'OMC. Voilà. Alors ça va avoir des conséquences foudroyantes, hein, sur l'agriculture, par exemple. Hein. Ça va avoir des conséquences sur l'environnement. Par exemple, alors parce que voilà, ils ont, comme au moment de l'OMC, enfin, ils ont écrit un système de règlement des différends. Voilà. Mais là, une multinationale, une entreprise, pourra attaquer dans un tribunal privé, vous savez, comment il s'appelle, Tapi, merci. Tapi qui s'est arrangé lors d'un jugement dans un tribunal privé, etc. Là, c'est pareil. Là, on est dans la privatisation du droit. Donc, les multinationales qui ne seront pas d'accord avec les choix d'une collectivité territoriale, voire d'un État, eh bien, pourront attaquer
et obtenir, parce que c'est en route déjà, hein, finalement, pourront attaquer et obtenir des sommes en compensation de l'État ou de la collectivité territoriale. Voilà. Donc là, on a affaire à une privatisation du droit, par exemple sur la question du bœuf aux hormones, sur la question des gaz de schiste, etc. Là, actuellement, l'Europe n'a pas pris de position sur les gaz de schiste. Il y a des pays qui l'ont fait, comme la France, par exemple. Hein, il y a des pays qui l'ont fait. Eh bien, il suffit qu'une multinationale... alors là, je vais parler du Canada, hein, bientôt. Il suffit qu'une multinationale ait une boîte à lettres, une filiale, une antenne dans un État, Canada ou États-Unis, hein, pour que eh bien, ce droit-là s'applique. Donc, je veux dire, on a plus que nos yeux pour pleurer, quoi. Donc abaissement des normes, mais de toutes les normes, quoi. Hein. Je veux dire, tout ce qui peut protéger le citoyen, même, par exemple, on va parler de la directive REACH. La directive REACH, au départ, c'était une directive intéressante parce qu'elle protégeait vraiment les citoyens. Bon, elle protégeait trop parce que les lobbies s'en sont emparés, ont déclaré que c'était plus possible. Et la directive REACH, elle est tombée. Hein, je veux dire, il en reste quelque chose, mais pas grand-chose par rapport à ce qu'elle était au départ. Eh bien, même ce qu'il en reste... De toute façon, ça ne tiendra pas devant les nouveaux accords, quoi. La directive REACH, c'est une directive qui a été mise en place au niveau européen pour protéger, pour faire en sorte que dans les produits, on déclare, les entreprises déclarent les composants du produit. Alors bien sûr, il y avait, voilà, par exemple, quand il n'était pas question de déclarer des produits radioactifs, il n'était pas voilà, il y avait des produits qui n'étaient pas déclarés, mais dans l'ensemble, au départ, ça pouvait être, c'était mieux. Donc les lobbies s'en sont emparés. On est revenu sur la directive REACH. Bon, ça protège encore un peu, mais pas beaucoup. Mais même ça va disparaître. Enfin, je veux dire, ça ne pourra plus nous protéger. Voilà. Donc ces accords nord-atlantiques donc ont commencé donc enfin les États, l'UE et les États-Unis ont commencé donc en mois de juin. Il y en a pour 1 an, 2 ans, voilà, hein, à être opérationnel, quoi. Donc on est encore un peu tranquille. Ben pas du tout, pas du tout, parce qu'il y a des accords dont on ne parle pas. Justement, c'est drôle ça. On ne parle pas de l'accord qui a démarré, enfin des négociations qui ont démarré en 2009 entre le Canada et l'Union européenne. Et quand on regarde de près, eh bien ce sont les mêmes accords. Attaque aux lois et réglementations. Bien sûr, on abaisse à plus rien les droits de douane. Avec le même règlement des différents. Tout à l'heure, je disais, c'est pour ça que ceux qui défendent, qui sont contre les gaz de schiste, enfin la production, l'exploitation des gaz de schiste se font du souci. On a du souci à se faire parce que vous savez qu'il y a des permis qui ont été déposés et d'ailleurs actuellement, le gouvernement français continue à donner des permis d'ailleurs. Hein. Il y en a eu 2 en Alsace il n'y a pas très longtemps. Il y en a eu un dans le sud-est, plutôt sud-ouest. Donc donc actuellement en France, on a déclaré non recevable la fracturation hydraulique. C'est vrai qu'il y a d'autres types il y a d'autres façons de faire, hein, avec le gaz, mais c'est tout aussi dangereux. Mais donc, une multinationale qui a déjà déposé son permis, et il y en a beaucoup, hein, les permis impactent 1/8 du territoire en France. Les permis pour recherche de gaz de schiste. 1/8 du territoire, c'est pas rien. Eh bien, si une multinationale
qui a une boîte à lettres, une antenne au Canada, décide de mettre en chantier donc une exploration et après une exploitation, eh bien, avec le règlement des différends, eh bien, elle pourra s'opposer, demander des dommages et intérêts et obtenir gain de cause grâce à l'accord Canada-UE. Alors, donc, pourquoi je dis tout à l'heure on croyait être tranquille? Parce que les accords donc Canada démarrés, les négociations démarrées en 2009 vont être à peu près opérationnelles, vont arriver à terme en décembre 2013, peut-être janvier 2014, mais dans quelques mois. Voilà. Et alors, ces accords Canada UE, ils sont dangereux aussi pour une autre façon, enfin, pour autre chose. C'est que si les accords US-Canada, non pardon, US-UE mettent un certain temps à être opérationnels, hein, d'une part, l'ALENA, qui est un accord donc entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Hein. Donc le Canada faisant partie de l'ALENA, obligatoirement, je veux dire, les États-Unis sont partie prenante, hein, de ce qui peut se passer. Le Mexique aussi d'ailleurs. Voilà. Autre chose, le porte-parole du Premier ministre canadien, là, mois de mai-juin, quand il était en visite en Allemagne, a dit l'accord Canada-UE est un accord ambitieux qui va servir de modèle pour voir jusqu'où on peut aller aux accords US-UE. Donc, si on met longtemps, si les États-Unis et l'Union européenne mettent longtemps, si on arrive à, je ne sais pas, comment dire, à mettre une sorte de veto, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'AMI, hein, l'accord multi-investissement, voilà, on avait quand même réussi à le bloquer. On peut peut-être bloquer les accords US-UE, mais au point où en sont les accords Canada-UE, je me demande si c'est pas trop tard. On n'en parle pas, hein, des accords Canada-UE. On n'en parle pas. Alors c'est vrai que pendant des années, là il y a eu des fuites. Hein, mais pendant des années, ça s'est fait à huis clos. Voilà. Alors en même temps, alors je reviens à l'anglais. Si effectivement les États-Unis créent avec l'Union européenne une grande zone de libre-échange, comme jamais on l'a eu, cet empire euro-atlantique, hein, on comprend bien pourquoi, en France, les cadres, hein, les techniciens, les cadres, etc., doivent parler l'anglais. On est là dans une forme de colonisation états-unienne. Alors, en même temps, qu'est-ce qui se passe en France au moment de la décentralisation, là, au temps de la décentralisation? En France, on est en train de préparer l'espace français, ce qu'il en reste, à recevoir donc cette colonisation. Alors, il est bien évident que la structure républicaine, les communes, les départements, ça gêne un peu. Communes. Hein? Oui, communes. Oui. Communauté de communes, je ne suis même pas sûre. Mais communes, départements, je veux dire, cette organisation gêne. Donc, depuis un certain temps, vous avez remarqué, on n'est même plus obligé de mettre son numéro minéralogique sur la plaque, on n'est plus obligé de mettre le chiffre du département. Hein, le département, c'est vraiment, il est dans le collimateur. Voilà, c'est sans doute trop lié à la République, à la Révolution, etc. Voilà. Donc, et alors, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a décentralisé, parce que c'est pas là l'acte 3 de la décentralisation, donc il y a eu l'acte 1, l'acte 2, etc. Au fur et à mesure qu'on a décentralisé,
On a recentralisé au niveau supérieur, à chaque fois, de façon à éloigner les citoyens des lieux de décision. À chaque fois. Communes, communautés de communes. Après, les départements, bon, mais surtout les régions. Alors c'est vrai que la région a été un élément important pour que s'installe une gouvernance, c'est-à-dire pour faire en sorte que le gouvernement en place, à Paris, etc., ait de moins en moins de pouvoir. Il y a eu des délégations, des transferts de compétences, de plus en plus. Mais avec l'acte 3 de la décentralisation, on va plus loin. On va surtout vers la métropolisation. Alors, les métropoles, qu'est-ce que c'est? C'est une nouveauté. La métropole pourra... il faut un certain nombre d'habitants, etc. Et encore. Nice, c'en est une. Et encore, sauf... Nice, c'en est une. C'est la première Nice. Oui, mais c'est une eurométropole. Oui. Voilà, avec une ouverture. C'est ça qui est... Voilà. Donc, la métropole pourra, en fonction de l'intérêt économique, bien sûr, annexer les communes qu'elle souhaite, les morceaux de départements ou les départements qu'elle souhaite, des morceaux d'autres régions, alors là depuis 1 an ou 2, dans le plus grand secret, personne n'est vraiment au courant, je veux dire, les gens qui sont à la tête des départements, des régions, etc., s'arrachent un peu des morceaux. Voilà, on sait un peu, voilà. Et donc, on fait voler en éclats comme ça la commune, la communauté de communes, le département et la région. Il ne reste plus que les métropoles, c'est-à-dire des pôles économiques. Voilà. Et alors, ça va plus loin encore, parce qu'aux frontières, et là c'est ça qui est important, aux frontières, les eurométropoles pourront exercer leurs compétences au-delà des frontières. Pas dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, je veux dire, c'est... Voilà. Et c'était l'objet du référendum en Alsace. Le MPEP a fait la campagne d'Alsace. On a créé des brigades républicaines. Alors c'est vrai qu'il y avait un référendum. Ce référendum, c'est la première fois qu'il entrait en vigueur puisqu'il avait été institué par Sarkozy en 2010. Parce qu'ils savaient déjà comment ils allaient faire. Aujourd'hui, ce référendum, il a été supprimé au mois d'août. Alors je ne sais pas s'il faut lutter pour que ce référendum existe à nouveau dans la Constitution ou non. Bon, moi je dis qu'il y a un piège. Mais bon, qu'est-ce qui se passait en Alsace? Donc l'Alsace, il était question donc d'une certaine forme d'autonomie, puisque l'Alsace demandait à ce que l'État transfère le maximum de compétences. Et bien sûr, il était question, c'était dans le projet, d'ouvrir l'Alsace à la fois au nord-ouest de la Suisse et sur le Bade-Wurtemberg. Voilà. Et comment dire, j'avais fait une petite conférence comme ça à Salon de Provence et j'avais expliqué que la perte du cadre national, c'était extrêmement dangereux. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais quand même, madame, vous ne trouvez pas que d'un côté et de l'autre de la frontière, on est les mêmes? Il y a des hommes, des femmes, des familles, il y a des gens malades, il y a des... Voilà, on est les mêmes. Alors j'ai dit, bah oui, vous avez raison, on est les mêmes. Alors à quoi ça sert la frontière? Alors, j'ai dit, d'un côté de la frontière et de l'autre, il n'y a pas les mêmes lois sociales qui protègent le citoyen. Et en France, tout à l'heure j'en parlais, on a encore quelques bonnes lois du programme national du Conseil de la Résistance. Pas en Allemagne. En Allemagne, il y a les lois Hartz 1, 2, 3, 4, où le salarié peut être payé 1 euro de l'heure. Donc les accords nord-atlantiques vont finalement dans 1 an ou 2, même dans quelques mois avec le Canada, arriver dans un pays ouvert.
avec des métropoles qui n'auront qu'un but, c'est de protéger, de faire en sorte que les entreprises, de protéger les entreprises, voilà, et plus le citoyen. Alors, l'anglais hégémonique, mais derrière l'anglais hégémonique, donc, c'est toute une société qui est en train d'évoluer, de changer. Je veux dire, on est en train donc moi je dis une colonie, quoi. On casse le cadre national, donc on perd notre souveraineté nationale. Dans un pays où il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de souveraineté nationale, il n'y a plus de souveraineté populaire. C'est extrêmement dangereux. Imaginez aujourd'hui, je sais pas, un renversement de gouvernement, je ne sais pas, Hollande, ça suffit, etc. Voilà, un gouvernement animé de bonnes intentions arrive au pouvoir. Si les frontières sont ouvertes, comment on fait pour récupérer nos frontières? C'est une vraie question, quoi. Si on a complètement cassé l'organisation territoriale républicaine, comment, enfin, il faut tout remonter. C'est gigantesque, quoi. Hein. Alors, bien sûr, il faudrait récupérer notre souveraineté monétaire, parce que sinon on ne peut rien faire. Donc, je veux dire qu'on voit bien là. Depuis voilà, c'est la Seconde Guerre, puisque on a commencé là, on voit bien à quel point les classes dirigeantes états-uniennes n'ont de cesse d'imposer leur système économique, d'imposer leur culture, d'imposer leur langue, et ils n'ont de cesse de s'accroître. Et d'aller conquérir voilà, l'Union européenne. Là, ce projet états-unien, c'est extraordinaire. Alors, il y a, comment dire, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un nouvel OTAN économique? Ça serait dur de dire ça. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le président Obama. Donc voilà, quoi. Hein. C'est lui-même qui le dit. Moi, je pense que actuellement, avec les accords nord-atlantiques qui nous arrivent de l'Ouest, avec l'acte 3 de la décentralisation qui vient de chez nous, eh bien, on est en train de perdre. Alors, tout à l'heure, je disais, veut-on vraiment la peau du Français? Veut-on vraiment la peau de la France? Moi, je crois qu'on est en train de perdre la France. Voilà. Merci.